Très bien. Allez, c'est parfait. Attention, vous êtes filmés. Eh bien, on va se lancer. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci pour cette initiative du coup commune José et Céline afin d'organiser cet événement. Cet événement est un petit peu aussi symbolique puisque du coup il officialise un peu le partenariat qu'on a signé et on est ravi d'être partenaire de Cabex il y a quelques semaines de cela. Pour cette occasion, justement, je voulais un peu marquer le coup et c'est pour ça que je sursollicite Arthur et j'ai loqué son agenda pour qu'il soit avec nous sur ce premier échange parce que je pense que c'était important d'avoir la vision de notre fondateur pour expliquer certes brièvement la genèse de Penny Lane, d'expliquer un peu, donc pour l'ordre du jour, la facture électronique, notre vision qu'on en a, notre réponse produit dans les grandes lignes, et aussi du coup l'occasion de vous présenter un petit peu l'offre qu'on propose pour le groupe Cabex. Bien sûr, ça c'est l'ordre du jour théorique. L'objectif c'est que ce soit dans l'échange, vu qu'on est un petit comité, hein, donc n'hésitez surtout pas à rebondir et à nous poser les questions qui vous paraissent les plus pertinentes pour découvrir un peu Penny Lane et pour voilà. Du coup, petit support qui est surtout pour la forme. Arthur, je te laisse la main. Ah non, donc, on est parti. Tu veux te présenter plus, Cyril, ce que tu as fait avant et tout ou... Ah ouais, carrément, pardon, effectivement, oui. Oui, donc moi, c'est Cyril Chanson. J'ai rejoint Penny Lane il y a un an de cela. Avant, j'ai travaillé 5 ans et demi à l'ordre. J'étais chez Avec moi et je m'occupais notamment des relations partenariales avec les éditeurs, les banques et les réseaux et groupements. Et j'ai justement rejoint Penny Lane, notamment par sa vision du tour en un, qui pour moi m'a convaincu de par ma petite expérience à dealer des API avec les éditeurs et la sacrée complexité hein, qu'il en résulte de faire communiquer des systèmes d'information différents, pour faire simple. Et chez Penny Lane, je m'occupe donc des relations institutionnelles avec les CRO, les réseaux et groupements. Et plus récemment, j'ai pris une casquette qui est plus vers l'avenir, puisqu'on est en train d'équiper et d'aider les écoles à former leurs étudiants sur les outils nouvelle génération, en l'occurrence sur Penny Lane. Donc, si vous êtes aussi professeur à vos heures perdues, n'hésitez pas. Je serais ravi de discuter avec vous. Top. Et du coup, donc Arthur, on est sept cofondateurs. Et du coup, je suis le président de la société. Et du coup, et comme le disait Cyril, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. L'idée, c'est pas que ce soit un cours magistral, mais plutôt un échange. Donc, si jamais je parle des sujets qui vous intéressent pas, vous me le dites et on change de sujet, quoi. Peut-être du coup en 2-3 mots. Alors, je crois que c'est la slide suivante, Cyril, mais Penny Lane a fêté ses 5 ans en janvier 2025 cette année. Donc, on a 5 ans et demi maintenant. Avec toujours la même vision depuis le début pour le coup. Donc le constat qui a été fait au début, c'est que les dirigeants de TPE, PME adorent leur expert comptable, c'est leur médecin de famille. Et en revanche, ce qu'ils nous ont dit, nous, quand on a été discuter avec eux il y a 5 ans, plutôt 6 ans maintenant, c'est en gros, j'adore mon expert comptable. Mon but, c'est pas du tout de le remplacer, de l'automatiser, de le robotiser, je ne sais quoi. C'est plutôt de mieux collaborer avec lui ou avec elle. Et si possible, d'avoir un peu mon dashboard, cockpit financier que je puisse suivre au fil de l'eau. Et du coup, la solution que nous, on essaie d'apporter sur le marché, c'est d'essayer de réunir sur une seule et même plateforme l'expert comptable et son client. Et surtout aussi, du coup, de réunir les données, d'un côté les données comptables et de l'autre les données de gestion financière. Tout le postulat de base, c'est qu'un comptable et un non comptable voient le monde de façon un peu différente sur tout un tas d'aspects. Si je schématise, en compta, on réfléchit plus écriture, balance, lettrage, exercice. En gestion, on réfléchit plutôt facture payée, pas payée. Et nous, on voit notre job comme essayer de traduire en permanence de la gestion en compta, de la compta en gestion. Il faut qu'on ait une source de vérité unique, que ça ne se mette pas à diverger, sinon chacun perd encore plus de temps qu'avant. Mais il faut quand même qu'on laisse assez de liberté à chacun de voir le monde comme il a envie de le voir. Si je donne quelques exemples un peu très concrets, votre client restaurateur, jusque-là, il fait plutôt sa gestion. Il a une boîte à chaussures et puis il paye ses factures dans son extranet bancaire et il met un coup de tampon payé une fois qu'il a fait son virement. Faut pas que tout l'intérêt de Penny Lane, c'est que vous incitiez votre client à venir faire cette chose qu'il vous a pas attendu pour faire, donc qu'il vienne faire ses paiements fournisseurs dans la plateforme que vous lui fournissez. Mais si jamais, quand il vient faire ses paiements fournisseurs dans Penny Lane, vous lui dites, ou Penny Lane lui dit, désolé, tu peux pas mettre ton coup de tampon payé parce qu'en compta, on est lettré ou on n'est pas lettré et payé par rapproché, ça n'existe pas. Votre client restaurateur va vous dire, ton outil, il est nul. Moi, j'ai envie de dire payer et je
je m'en fous que ça mette 48 heures pour que la transaction elle remonte en EBIX dans ton outil de production, etc. Donc là, dans ce cas-là, lui, on va lui permettre de mettre payé, mais ça, on va savoir que ça ne se propage pas en compta. Mais 48 heures après, quand la transaction va arriver, on va vous mettre des alertes à tous les deux, à lui en lui disant il y a une transaction qui vient d'arriver qui semble être réconciliable avec la facture de l'autre jour. Si lui, il dit je confirme, là, on va propager du lettrage. Si vous lettrez, on va propager en retour un statut de paiement en disant facture payée, rapprochée de cette transaction. Ça, c'est le cas super simple, mais il y a le cas plus compliqué où la facture, il l'a reçue en novembre. Entre-temps, vous avez clôturé l'exercice. Donc, quand lui, il va payer, on doit venir lettrer un à nouveau avec une écriture de banque. Enfin, nous, notre job, c'est de traduire la compta en gestion compta. Et si vous devez retenir un truc, c'est que depuis le tout premier jour, on a demandé à nos ingénieurs de faire les deux côtés d'un coup. Là où je pense qu'historiquement, les éditeurs, ils ont soit fait un outil de prod, soit un outil de gestion. Et puis, au bout de 10 ans, ils se disent, tiens, je vais aller faire de l'autre côté parce que ça fait sens d'avoir les deux côtés. Et le jour où ils se disent, je vais faire l'autre côté, en fait, c'est trop tard parce que les modèles de données sont trop différents entre la gestion et la compta. Et du coup, c'est très dur faut faire rentrer des ronds dans des carrés. Là où nous, comme on l'a fait dès le début, dès qu'un ingénieur il a construit une fonctionnalité chez Penny Lane, il s'est demandé à quoi ça doit ressembler de l'autre côté pour pas perdre l'unicité de la donnée. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis le tout début. On est aujourd'hui, ça nous a mis un bout de temps pour reconstruire la profondeur fonctionnelle des outils historiques que vous connaissez, hein, les Cegid, Sage, ACD, Agiris. Donc c'est très profond à reconstruire la partie prod. Et là où on vient vous faire gagner du temps en plus, j'estime qu'aujourd'hui on est au bout du tunnel. On a toujours des trucs qu'on peut améliorer, mais on voit quand même la lumière au bout du tunnel sur la profondeur de l'outil de prod, sur la révision, les déclarations, etc. Et là, on vient ajouter du plus au-dessus de ça. C'est le côté collaboratif. C'est le fait que votre client il peut être payé, ce qui vient automatiser du lettrage derrière. Et d'autant plus important avec la facture électronique dont on va parler. C'est le fait qu'on a des connecteurs avec plein d'outils métiers et que c'est vos clients qui font pression aujourd'hui sur ces outils métiers en leur disant je veux que tu connectes toi outil métier à Penny Lane parce que moi j'ai envie que mon dashboard dans Penny Lane soit à jour. Donc ça vous automatise vous la récupération des données de vente notamment de ces outils métiers, des caisses, des ERP, des je ne sais quoi. Et ensuite le fait que ce soit un outil relativement jeune fait qu'on a peu de dettes techniques et que dès qu'il y a des nouvelles technos, c'est beaucoup plus simple pour nous de les embarquer nativement chez nous que ça l'est pour les éditeurs qui sont plus âgés. Donc, à commencer par tout ce qui est OCR, mais aussi tout ce qui est IA générative, et puis bien sûr PDP, facture électronique, qui sont des trucs qui sont nativement embarqués dans la solution. On est aujourd'hui un peu plus de 600 collaborateurs chez Penny Lane. Et on aura à la fin de l'année à peu près 20% des dossiers tenus par les experts comptables en France qui seront tenus sur Penny Lane. Donc, pour être concret, c'est 600 000 dossiers à la fin de l'année. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, on rajoute à peu près 1000 nouveaux dossiers par jour sur la plateforme. Enfin, on rajoute. Les experts comptables rajoutent, puisque 95% du volume de dossiers rajoutés sur Penny Lane est rajouté par les experts comptables. On a uniquement un peu de volume sur les PME ETI. Là, les PME ETI, il y en a qui viennent plus nous voir nous en direct ou alors qui vont voir leur intégrateur parce que leur intégrateur leur va installer SageChamp et c'est lui plus lui ou elle leur tiers de confiance aujourd'hui. On aimerait bien que ce soit l'expert comptable pour tous, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres personnes avec qui on bosse aussi. Voilà, on va vraiment de l'indépendant. Donc, l'expert comptable, on vous équipe de l'outil à la fois pour faire saisie, révision, déclaration, toute la partie gestion interne. Et le but, c'est que vous restiez plus que jamais le médecin de famille, notamment avec toutes les transformations à venir liées à la facture électronique. Et notre but, c'est vous aider à capturer tous les gains de productivité permis par cette réforme et par des nouvelles technos. Et 2, vous permettre de dégager et de sortir des nouvelles missions qui vont être rendues possibles par le temps qui va être dégagé sur la prod, que ce soit des missions d'assistance administrative externalisée. Moi, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont vouloir réexternaliser le secrétariat administratif, le RAF, etc. La raison pour laquelle ils l'internalisaient, c'était que sans la facture électronique, ils n'avaient pas accès à la donnée si ce n'était pas fait chez eux. Mais avec la facture électronique, que ce soit quelqu'un chez leur cabinet
ou quelqu'un chez eux en interne qui fasse les paiements fournisseurs, etc., ils auront toujours accès à la donnée en temps réel, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de PME qui vont réexternaliser également la compta à leur cabinet. Donc ça, c'est un autre type de mission. On a toutes les missions liées au reporting, à la business intelligence. Donc là, notre but, c'est de vous construire les outils. On a également, nous, la conviction que l'expert comptable va être, comme je disais, plus que jamais médecin de famille et que du coup, il va peut-être pouvoir aller peut-être marcher un peu sur les plates-bandes d'autres médecins de famille qui pouvaient coexister jusque-là. Le premier, donc nous, on construit l'infrastructure qui permet à l'expert comptable de venir proposer à son client aujourd'hui tous les services un peu que proposait avant le banquier retail TPE, quoi. Donc concrètement, aujourd'hui, on vous permet de proposer à votre client un compte pro avec des CB qui permet d'encaisser des chèques, qui permet maintenant de faire du prélèvement CEPA et à la rentrée, qui aura toutes les solutions de terminaux de paiement. Vous pouvez proposer à vos clients des solutions pour encaisser, que ce soit sur leur smartphone en lieu et place des SumUp, Zettle et tout, ou avec des vrais terminaux de paiement Pennylen. Donc ça, c'est le premier truc. Mais nous, demain, notre job, c'est d'écouter les experts comptables qui vont nous dire je pense que je pourrais être légitime pour proposer tel genre de nouveaux services à mes clients et charge à nous de construire l'infrastructure pour vous rendre ça possible. Et du coup, pour aller en fait adresser des gâteaux qui jusque-là étaient adressés ni par vous ni par nous et d'aller ensemble manger ces gâteaux, quoi. Et peut-être sur la partie nouveau gâteau, il y a aussi le côté centre d'opportunité. Ouais, le but, c'est effectivement de vous permettre, enfin, on commence avec la gestion interne, mais le but, c'est que la gestion interne, elle serve un peu de base pour vous permettre demain d'agir un peu comme un CRM, mais de vous permettre de détecter des opportunités au sein de votre portefeuille. Idéalement, que quand vous arriviez le matin au bureau, on vous dise tiens, je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais appeler de tel client pour lui parler de sa trésor parce que et il y a sûrement une mission de ça et ça que tu peux peut-être lui proposer ou je ne sais quoi. Et pour nous, plus l'expert comptable va être proactif et du coup, plus il va avoir la confiance de son client, plus il y a des retombées positives indirectement pour Pennylen parce que s'il vous fait confiance, quand vous allez lui proposer une mission, vous allez aussi sûrement vouloir utiliser nos outils de relance automatique, de recouvrement, de je ne sais quoi. Donc, c'est gagnant-gagnant dans ce sens-là. Voilà un peu pour ce qui est de la société. Est-ce qu'on rentre direct dans le sujet facture électronique ou Cyril ou... Bon, je pense qu'on est pas mal, effectivement, au niveau timing, de rentrer dans les. Peut-être expliquer un peu la vélocité de Pennylen liée au fait aux hommes qui sont présents partie R&D, pour expliquer un peu comment on développe. Ouais, alors peut-être sur les 600, un peu plus de 600 collaborateurs. Au passage, on sera 800 à la fin de l'année. On recrute à peu près 30 nouvelles personnes par mois. Vous avez une grosse moitié qui sont du coup en R&D, donc tech, produit, design, data. Et ça je pense qu'aujourd'hui, c'est de loin la plus grosse équipe R&D dans le secteur. Et ça nous permet du coup d'aller très vite et d'être très à l'écoute des retours des cabinets pour pouvoir développer toujours les nouvelles fonctionnalités qui nous sont demandées. Vous avez la deuxième plus grosse équipe qui est une équipe qui accompagne les cabinets dans le changement. On est bien conscient déjà que changer d'outil, c'est pas simple et qu'en plus, ça s'arrête pas. Enfin, le chemin ne s'arrête pas quand on a changé d'outil, quoi. C'est une transformation un peu plus profonde où il faut embarquer ses collaborateurs, il faut embarquer ses clients, il faut demain pouvoir dégager des nouvelles missions, etc. Et donc, nous, on a une centaine de personnes qui sont tous des anciens du métier, qui sont souvent passés donc, par des cabinets et qui, du coup, parlent le même langage que vous, vos collaborateurs, et qui sont là pour vous aider dans cette transformation. Et qui sont en local. Donc, aujourd'hui, on est maintenant dans à peu près 25 villes en France. Et pas que en France, on est maintenant aussi à La Réunion. Mais donc, on a des gens en local qui sont présents pour aider les cabinets, pour venir physiquement dans les cabinets, pour aider à embarquer, à former, à résoudre tout, enfin, à faire du planning stratégique, etc. Ouais, et petit point que tu peux évoquer sur la partie exploitation de la donnée et plutôt ouverture par API. Ouais, donc, alors peut-être ça, souvent, c'est un truc que j'entends. Donc, Pennylen, on n'est à aucun moment propriétaire d'aucune donnée, hein. Donc, les cabinets sont bien sûr propriétaires des données. Et au-delà d'être propriétaire de la donnée, on vous facilite l'accès à cette donnée en masse et on vous permet de la récupérer et de l'utiliser directement dans différents outils de business intelligence, soit des outils un peu prêts à l'emploi, type RCA, type Fintesis ou autre, soit des outils plus maison, type Power BI, Tableau, Toucan Toco, Looker,
Dans tous ces outils-là, vous n'avez que à copier-coller un code qu'il y a dans Pennylen et la donnée, elle est propre, raffinée, directement disponible et utilisable dans les outils derrière. Et donc là, tu es sur la restitution et sur la partie collecte. Après, ouais, on a des API ouvertes, effectivement, avec plein d'outils du marché. La seule boîte qu'on a rachetée jusque-là, c'est une boîte qui s'appelle Billy, qui justement est experte pour construire des connecteurs avec des outils métiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a le plus gros spectre de connecteurs disponibles sur étagère, avec les caisses de resto, les caisses de coiffeur et je ne sais quoi. Et après, sinon, on a toujours en backup des API publiques ouvertes qui permettent de brancher a priori n'importe quel outil, mais en faisant du développement. Parce que c'est ce qu'on évoquait effectivement avec José en introduction, effectivement, qu'il allait y avoir pas mal de flux, et on va rentrer dans la facture électronique, qui sont un petit peu hors réforme et qui a un axe stratégique pour les éditeurs, c'est non seulement d'être ouvert et de faire réellement des bonnes intégrations pour récupérer ces flux, pour réduire la charge de notamment travail. pour tout ce qui est e-reporting. C'est ça. Peut-être avant qu'on rentre dans la réforme, je pense important pour vous de comprendre aussi d'où on vient. Le business model de Pennylen, qui est aussi différent du coup d'un éditeur de prod qui fait que de la prod historique. Donc en gros, nous, on vous facture à vous, cabinet, un tarif par dossier qui inclut tout. Donc c'est l'outil de prod, la déclaration, révision, OCR, PDP, gestion interne, tout ce qui touche à l'IA. L'idée, c'est que vous n'avez vraiment aucune petite ligne, aucune mauvaise surprise. Et on s'est engagé ce tarif-là à le figer, donc il ne bougera jamais, quoi. Et ça inclut également l'accès collaboratif pour votre client. En revanche, si votre client il veut en plus non seulement collaborer avec vous, donc en gros vous transmettre des factures et émettre et recevoir des factures, s'il veut en plus de ça vraiment gérer sa boîte, ce que j'appelle gérer sa boîte, c'est payer ses factures, se faire payer ses factures, faire un budget, avoir un compte bancaire, faire de la relance automatique, faire des notes de frais, faire de l'analytique, etc. Là, votre client, il faut qu'il paye une licence en plus de la licence que vous payez vous. Cette licence, dans la plupart des cas maintenant, c'est le cabinet qui nous achète la licence et qui la revend à son client. Et du coup, cette licence-là, que vous ayez en tête, elle est plus chère que la licence que le cabinet nous paye, tout simplement parce que votre client, il est moins sensible au prix. Vous, c'est un tarif par dossier qu'on vient, entre guillemets, grignoter votre marge et je comprends que vous avez envie de payer le moins possible. Là où votre client restaurateur, qu'on lui facture 10 euros, 20 euros ou 30 euros, de toute façon, il paye déjà 50 euros par mois à BNP et on vient proposer un compte pro qui est inclus dans le truc à 14 euros. Mais en plus, il est moins sensible au prix parce que lui, ce n'est pas un tarif par dossier qui vient lui grignoter sa marge. Vous avez également les grosses PME ETI. Donc aujourd'hui, les PME ETI, c'est 2% de nos clients, mais ça fait 25% de notre chiffre d'affaires. Vous avez pas mal de boîtes qui font 200, 300 millions de chiffre d'affaires qui utilisent Pennylen en interne, souvent avec un cabinet en révision. Et donc, eux, ils ramènent aussi quand même du chiffre d'affaires pour Pennylen. On n'est pas un ERP, donc ces boîtes-là, c'est souvent des boîtes qui ont un ERP métier, mais elles prennent Pennylen pour la partie compta finance, quoi. Et enfin, on a tous les revenus sur les services financiers. Donc, comme je disais, on a un compte bancaire qui est embarqué dans la solution. Ce compte bancaire, il génère des revenus qui ne sortent pas de la poche du client. Donc, concrètement, dès lors que votre client il dépose des sous sur un compte courant, nous, on est rémunéré tous les soirs par la Banque Centrale Européenne comme n'importe quelle banque. Dès lors que votre client il dépense avec une CB Pennylen, en fait, on est rémunéré par Mastercard qui, lui, en fait, le commerçant qui encaisse votre client à la fin du mois, il paye toujours les mêmes commissions qu'il payait déjà aujourd'hui, à part que ces commissions, plutôt que de retourner dans la poche de Crédit Agricole ou de Conto, je ne sais qui, elles retournent dans notre poche. Et nous, tout ça, on vous le repartage derrière. Et donc, juste que vous l'ayez en tête, là où aujourd'hui un éditeur de prod traditionnel, si vous divisez son chiffre d'affaires par le nombre de dossiers, il gagne plutôt 4-5 euros par mois par dossier. Nous, Pennylen, aujourd'hui, on gagne plutôt 20 euros par mois par dossier. Mais vous avez en gros 5 euros qui viennent du cabinet et 15 euros qui viennent des outils de gestion et du compte pro. Et on vous repartage une partie de ces revenus, outils de gestion, compte pro, ce qui fait que vous avez de plus en plus de cabinets. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. À la fin du mois, leur facture Pennylen, elle est à zéro, quoi. Et nous, notre objectif, c'est que même on puisse vous faire gagner des sous. Alors aujourd'hui, c'est une zone grise côté déontologie. Donc les instances se penchent en ce moment sur ce sujet-là. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit de vous donner des sous. Mais donc concrètement, il y a des cabinets où théoriquement, on devrait déjà leur donner des sous. Aujourd'hui, ils ont juste une facture zéro.
Et le gros de ces sous-là, ils viennent de la partie bancaire, que vous l'ayez en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui mettrait 100 000 euros de dépôt sur le compte Propenilène et qui ferait 5 000 euros par mois de dépenses CB, nous, on sait vous repartager 60 euros à la fin du mois. Et il nous reste encore de quoi vivre de notre côté, quoi. Donc 60 euros, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus que la petite commission qu'on peut vous donner sur un abonnement d'outils de gestion à 20 euros par mois, quoi. Donc d'un côté, on peut vous donner 5 euros sur 20 euros ou quelque chose comme ça. De l'autre, c'est même moins que 5 euros, c'est plutôt 3 euros sur 20 euros. De l'autre côté, vous pouvez prendre 60, quoi. Donc il y a beaucoup plus à gagner, c'est ça qu'il faut avoir en tête sur cette partie bancaire. Donc là où aujourd'hui, je disais un outil de prod, il gagne 5 euros, moi j'en gagne 20. Aujourd'hui, une banque avec une TPE, elle gagne plutôt 100 euros par mois. Et sur les 100 euros, il y en a 80 qui sont cachés, invisibles, et 20 euros qui sont visibles. Et du coup, je pense que c'est une bonne transition pour la facture électronique et notamment expliquer pourquoi je pense qu'il va y avoir une petite bataille en fait provoquée par la DGFiP entre banques et cabinets d'expertise comptable de par le schéma de flux imposé par la DGFiP. En gros, et alors, je vais reprendre mon graphique, Cyril, parce que si tu n'aimes pas celui-là. Non, oui. Je n'arrive pas à le comprendre moi-même. Non, j'ai mon truc qui est plus simple, plus moche, beaucoup plus moche, mais qui est plus simple. Donc je le partage. Du coup, je vous mets juste ça. En gros, ce que je veux que vous voyez, et j'enlève ça. Et voilà. En gros, le schéma de flux d'un cabinet aujourd'hui, avant la réforme de la facture électronique, c'est celui-ci. Donc, vous avez votre client qui a un OD. Alors, cet OD, ça peut être une boîte à chaussures, ça peut être un outil de facturation, ça peut être tout ce qui permet aujourd'hui à votre client d'envoyer et de recevoir des factures. Donc, votre client, il a un OD. Vous avez travaillé dur pendant des années pour autant que possible dire à vos clients, mettez tous vos factures dans la même box que je te transmets pour que autant que possible, toutes les factures, elles arrivent par un tuyau un peu harmonisé dans votre outil de production comptable. Dans votre outil de production comptable, vous faites de la saisie, vous faites du lettrage, et ce lettrage, il vient pré-remplir une déclaration de TVA que vous envoyez à la DGFiP. Jusque-là, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ce que la facture électronique, elle vient changer dans tout ça, c'est qu'elle vient introduire une nouvelle flèche. Et cette flèche-là, c'est ce qu'on appelle la PDP dans le jargon. Voilà. Qui dit que désormais, votre client a la responsabilité de transmettre ses factures de vente via sa PDP à la DGFiP en direct. Et il va également recevoir ses factures d'achat via la DGFiP, enfin via sa PDP, en direct dans sa boîte aux lettres, quoi. La meilleure analogie que j'ai trouvée, pour moi, de même que vous avez aujourd'hui un opérateur mobile pour envoyer, recevoir des SMS et des appels, et un smartphone pour interagir avec cet opérateur mobile, demain, votre client, il aura un opérateur pour envoyer, recevoir des factures, c'est ce qu'on appelle la PDP, c'est la carte SIM, et il aura un téléphone qui est ce qu'on appelle l'OD, qui est ce avec quoi lui, il va interagir tous les jours. Votre client, il ne va pas interagir avec la PDP. Il va aller sur son smartphone et le smartphone, il va envoyer et recevoir des factures, mais via la carte SIM, ces factures, elles vont partir. Alors, elles vont partir à la DGFiP d'un côté, puis en parallèle, l'opérateur de votre client, il va interroger l'annuaire de la DGFiP qui va lui dire telle sirène, il est chez tel opérateur, et via le réseau PayPal, la facture, elle va arriver direct dans la boîte aux lettres du destinataire. Qu'est-ce que ça crée comme enjeu, toute cette réforme de la facture électronique? Le premier enjeu, alors peut-être premier point, moi, ma conviction, c'est que 99% de vos clients, ils vont prendre un package smartphone plus carte SIM. Il y a très peu de chances que vos clients, demain, ils prennent une carte SIM à droite et un smartphone à gauche. Ils vont vouloir que ce soit bien intégré dans le même outil et que ce soit au même endroit, entre guillemets, invisible, que quand ils créent une facture, elle s'envoie toute seule, quoi. Ça, c'est une conviction que j'ai. Les enjeux que ça crée, tout ça, le premier enjeu, c'est vous, en tant que cabinet, quel que soit l'opérateur avec qui vous allez choisir de travailler, je pense que vous avez tout intérêt, mais vraiment tout intérêt,
à prescrire à votre client l'opérateur que vous avez choisi et qui est bien intégré avec votre outil de production comptable. Le problème, c'est que si demain, chacun de vos clients part avec un opérateur lambda, si vous avez un client qui part avec l'opérateur Crédit Agricole, l'autre avec l'opérateur Conto, l'autre avec l'opérateur Pénilène, l'autre Cégide, je ne sais quoi, en fait, ça va casser tous les efforts que vous avez faits depuis des années pour essayer d'harmoniser l'approvisionnement de factures de votre chaîne de production. Et donc, vraiment, ce qui est important, c'est que tous vos clients, ils prennent autant que possible votre opérateur ODPDP. Comme ça, vous êtes sûr que quand ils reçoivent leur facture d'achat, au moins ces factures d'achat, elles arrivent directement dans votre outil de production comptable. Pourquoi c'est risqué? On parle pas mal d'interopérabilité, etc. Le problème, c'est que si demain, votre client, il prend l'opérateur, je n'ai rien contre le Crédit Agricole, mais imaginons que votre client, il prend l'ODPDP du Crédit Agricole. Concrètement, comment ça va se passer? Le Crédit Agricole, il n'a aucune obligation d'être compatible avec votre outil de production comptable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas d'API. Donc, là, aujourd'hui, votre client, il prend l'opérateur Crédit Agricole. C'est vous qui allez devoir aller vous connecter dans l'extranet Crédit Agricole pour récupérer les factures de votre client. Là, je parle des factures d'achat. Hein. Je ne parle même pas des factures de vente. Et le problème, c'est que la réforme en Italie, l'État, il stocke toutes les factures et n'importe quel opérateur peut aller récupérer les factures au niveau de l'État. En France, vu qu'on a abandonné le PPF, on a complètement abandonné ça. Et donc, les factures, elles transitent par ces opérateurs. Mais le fait que moi, Pénilène, je suis compatible ou connecté avec l'opérateur Cégide et avec l'opérateur Crédit Agricole, ça veut dire que concrètement, si moi, j'envoie une facture à Crédit Agricole, on sait communiquer. Mais si moi, j'envoie une facture à Cégide, Crédit Agricole, il n'a pas le droit d'écouter la conversation et d'intercepter la facture, quoi. Tout comme les opérateurs. Bouygues, il sait parler à Orange, il sait parler à SFR, mais quand Bouygues parle avec Orange, SFR n'a pas le droit d'écouter l'appel, quoi. Et donc, c'est exactement pareil. L'interopérabilité ne veut, entre guillemets, rien dire. Ça veut juste dire que Bouygues sait parler avec tous les autres opérateurs et que moi, Pénilène, je sais envoyer à des factures à n'importe qui. Donc, vous avez vraiment intérêt, encore une fois, voilà. Et donc, concrètement, moi, ce que je vous recommande, c'est de communiquer auprès de vos clients en leur disant « ne signe rien sans m'en parler ». Et deuxièmement, je vous recommande d'envoyer des mandats à vos clients. Donc, nous, Pénilène, on a énormément fait de lobbying et négocié avec les instances. On était notamment aux côtés d'ECMA et d'Agiris dans tous les groupes de travail pour faire en sorte que soit reconnu le rôle spécifique et spécial de l'expert comptable de confiance. Et donc, on a obtenu que l'expert comptable a le droit de faire signer un mandat où son client lui délègue le droit d'entreprendre les démarches pour l'inscrire dans l'annuaire. Notre conviction, c'est que vous avez clairement 1000 ans d'avance sur le banquier en termes de capital confiance. Donc, votre client, il va plus vous écouter, vous, que son banquier. En revanche, le problème, c'est que votre client, il se connecte tous les jours dans son extranet bancaire et que c'est assez facile pour la banque de dire à votre client, clique ici, clique ici, clique ici. Et sans s'en rendre compte, il a choisi l'opérateur du Crédit Agricole, quoi, ou de Conto, ou de je ne sais qui. Là où vous, votre client, il ne se connecte pas tous les jours dans vos outils actuels. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que je vous encourage à fond d'envoyer des mandats à vos clients. Le mandat ne dit pas quel PDP vous avez choisi, quel opérateur vous avez choisi. Le mandat, il dit juste, moi, client, je t'autorise, toi, mon expert comptable, à entreprendre les démarches. Ce qui fait que vous, une fois que vous êtes sûr de votre coût, de comment vous allez bosser, vous pouvez dire à votre opérateur d'inscrire en masse les clients. La première échéance de la facture électronique, c'est l'ouverture de l'annuaire. L'annuaire, il ouvre dans un mois, moins d'un mois, hein. Et toutes les entreprises doivent être inscrites dans l'annuaire d'ici le 1er septembre 2026. Mais l'ouverture, c'est dans un mois. C'est le 8 juillet, a priori, l'ouverture de l'annuaire. Et concrètement, comment ça se passe l'annuaire? C'est pas vous, votre client, qui va aller sur un site impôt.gouv et dire « moi, j'ai choisi cet opérateur-là ». C'est les opérateurs qui vont eux-mêmes dire dans l'annuaire « telle sirène, il est chez moi ». Et moi, en tant qu'opérateur, donc en gros, vous, en tant qu'expert comptable, vous pouvez me mandater, moi, opérateur, en me disant « va, s'il te plaît, inscrire tous ces sirènes dans l'annuaire pour moi ». Là où les banques, elles doivent aller un par un, elles doivent aller voir chaque client en leur disant « clique ici pour accepter que je t'inscrive dans l'annuaire sous mon opérateur à moi, Crédit Agricole ». Et cette bataille-là, elle est lancée puisque cet annuaire, il ouvre dans un mois. Pourquoi les banques sont là dans ce jeu-là? Souvent, j'entends les banques veulent nous piquer notre boulot, faire la compta. Je suis convaincu que non. Je ne pense pas qu'elles soient là pour vous embêter. Je pense tout simplement que le schéma de flux de la facture électronique fait que les banques se sentent en danger extrême et je pense qu'elles ont raison. Tout simplement, vos clients, ils vont devoir envoyer les factures.
mais ils vont devoir également envoyer les statuts de paiement des factures à la DGFiP, puisque le but avoué de la DGFiP, c'est de remplir une TVA. Or, en France, pour remplir une TVA, il faut savoir si la facture elle est payée dans pas mal de cas. Et donc, moi, je parie assez fort que vos clients, ils ne vont pas vouloir d'un côté payer la facture dans le Crédit Agricole et ensuite aller dans l'opérateur que vous leur aurez fourni pour dire j'ai payé la facture. Ils vont vouloir que quand ils cliquent sur payer la facture, quand ils font le paiement, ils vont vouloir que ça envoie automatiquement l'info à la DGFiP que la facture elle est payée. Et donc les banques, et je pense qu'elles ont raison d'avoir peur, elles se disent si mon client ne choisit pas mon opérateur d'envoi et réception de facture, dans 2 ans, en fait, il va vouloir que son opérateur fasse également le paiement de ses factures. Et du coup, dans 2 ans, mon client, je l'ai perdu. Et donc, c'est pour ça que les banques vont être très agressives, c'est qu'elles se disent je peux perdre tout le business des flux qui aujourd'hui fait 50% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que vous avez Crédit Agricole qui pousse fort Collecto, que BPCE a racheté APDAT et le pousse fort, que vous en avez un autre, Crédit Mutuel Arkea qui a racheté Sekino. Voilà. Vous avez toutes les banques qui arrivent avec leur offre opérateur OD-PDP. Donc ça, c'est un point assez important à avoir en tête. Et l'autre truc l'autre manière dont je le décris, c'est sur le flux bancaire. Aujourd'hui, les experts comptables, vous avez les BIX. Vous avez cette sorte de porte dérobée qui vous permet de récupérer toujours les flux bancaires de vos clients avec un accord tripartite. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, il n'y a aucun des BIX des factures. Vous n'avez pas une porte dérobée qui vous permet de récupérer les factures de vos clients. Donc l'enjeu, il est là. Deuxième enjeu, c'est que la DGFiP a oublié, entre guillemets, en écrivant la loi, de bien définir comment allait marcher la portabilité. Donc en gros, aujourd'hui, il n'y a rien dans la loi qui dit ce qui va se passer quand une boîte, elle veut changer d'opérateur, quand elle veut changer de PDP. Dans les dernières réunions qu'on a eues avec la DGFiP, ce que la DGFiP nous a dit, c'est que les règles qui allaient s'appliquer, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à vous dans le cadre de la déontologie quand un client veut changer d'expert comptable. En gros, la nouvelle PDP va devoir envoyer un courrier recommandé à l'ancienne PDP qui aura 6 jours pour lui répondre. Soit elle accepte, soit elle refuse. L'ancienne PDP va pouvoir facturer des frais de résiliation au client qui part. Et également, l'ancienne PDP n'a aucune obligation de transmettre quelque historique que ce soit. C'est comme les BIX, c'est juste qu'à partir de telle date, le flux il passe par tel tuyau. Mais on ne récupère pas l'historique quand on met en place un mandat EBIX. C'est exactement pareil sur la PDP. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important en tant que cabinet que vous sécurisiez, entre guillemets, votre portefeuille et que autant que possible, vos clients ils soient inscrits avant que les banques viennent les inscrire dans l'annuaire. Deuxième point important, donc ça, c'est plus cette première flèche-là que j'ai sélectionnée, c'est sécuriser votre flux d'approvisionnement. Et bien sûr, ça va être important que votre client, vous leur donniez un téléphone un minimum sexy. Parce que si vous dites à votre client, tiens, je te donne un téléphone avec une carte SIM qui n'est pas très sympa, votre client va dire, non, mais ma banque, il me propose un smartphone qui est plus sympa, ou Conto, ou Time, ou Henri, il me propose un smartphone gratuit avec des fonctionnalités de base, mais je vais plutôt aller prendre le truc gratuit plutôt que ton truc qui est pas très sympa et payant. Donc, premier enjeu, c'est vraiment celui-là. Deuxième enjeu pour le cabinet, qui souvent est un peu moins connu, c'est que donc dans un temps 2, l'administration fiscale a déjà annoncé qu'elle allait supprimer cette flèche-là. Donc en gros, ce ne sera plus à vous de déclarer, entre guillemets, de remplir une déclaration de TVA. C'est la DGFiP qui va pré-remplir la TVA à la source à partir des flux reçus depuis l'OD. En gros, le même fonctionnement qu'on a aujourd'hui sur l'IR, pré-rempli à la source avec les DSN. Et vous, en tant qu'expert comptable, vous allez devoir venir cadrer si ce que la DGFiP a rempli dans la déclaration de TVA est correct ou pas, avant de cliquer sur valider. Et du coup, c'est très important, dans un temps 1, que les 2 flèches qui arrivent à la DGFiP soient concordantes. Donc, ce que vous enverrez depuis votre outil de prod match avec ce que votre client aura envoyé depuis son OD. Et dans un temps 2, c'est très important que ce que vous avez dans l'outil de prod match avec ce que la DGFiP est là. Sinon, vous allez perdre un temps fou à cadrer à la fin de chaque mois. Pourquoi ce que la DGFiP aura pré-rempli ne cadre pas avec le lettrage que vous avez en compta. Et pour ça, nous, jusque-là, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre solution que rajouter cette flèche retour. En gros, pour moi, l'enjeu, c'est que l'outil de prod, ça reste l'outil maître dans la chaîne. Il ne faut pas que l'OD devienne l'outil maître, sinon ça va être le bazar. Sinon, il va y avoir des désynchronisations perpétuelles entre l'OD, la DGFiP et l'outil de prod. Et donc, le seul moyen que l'outil de prod reste le maître dans toute cette chaîne-là, c'est que tout ce que vous faites dans l'outil de prod sache venir compléter ou écraser
les conneries que votre client aura pu faire dans son OD et que via l'OD, ça parte via la PDP à l'administration fiscale. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous faites en lettrage, délettrage, lettrage partiel dans l'outil de prod, bah, c'est le même statut de paiement qui est en direct avec la DGFiP. Et du coup, ça cadre forcément. Et ça, bah, alors là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est le savoir-faire de Pennylen que je vous ai décrit au début, de traduire de la compta en gestion, de la gestion en compta, quoi. Et donc, nous, on vous assure, en gros, si on bosse sur ce truc-là, on vous assure que tout ce que vous faites dans l'outil de prod bah, va direct à la DGFiP. Si jamais vous bossez avec un outil de prod et un ODPDP qui ne sont pas bien synchronisés, je ne dis pas que ça va être impossible. En revanche, il va falloir mettre en place des process assez compliqués avec vos clients. Il va falloir vous mettre d'accord avec vos clients de qui va mettre à jour les statuts de paiement. Est-ce que vous allez écraser les statuts de paiement faux que votre client il a mis? Est-ce qu'on fait une sorte de clôture mensuelle dans l'OD avant que ce soit envoyé dans l'outil de prod une fois en fin de mois pour être sûr que ça ne bouge plus derrière, un peu comme on fait aujourd'hui sur une clôture de TVA? Ça va être compliqué, quoi. Et ça va créer des nouveaux. Enfin, vous allez gagner du temps d'un côté parce que les factures, elles seront saisies automatiquement, mais vous allez le reperdre de l'autre à devoir gérer ces synchronisations de statut de paiement et de lettrage. Bon. Donc, ça, c'est la proposition de valeur de Pennylen, c'est d'avoir un outil 4 en 1 avec l'outil de production d'un côté, l'OD et le compte pro qui prend tout son sens parce que, bah, du coup, si je paye une facture en tant que dirigeant d'entreprise, le paiement, il va propager du lettrage directement dans l'outil de prod et il va envoyer le statut de paiement à la DGFiP. Donc, je suis sûr que ce que j'ai dans l'outil de prod de la DGFiP l'OD bah, est bien concordant. Ici, on ne voit pas sur mon schéma, mais je vais également, l'autre chose qui prend tout son sens, c'est les connecteurs avec tous les OD tiers, notamment pour tout ce qui est e-reporting. Vous allez avoir des clients, je sais pas moi, dans le BTP qui ne vont pas utiliser l'outil de facturation de Pennylen, ils vont utiliser Progetbat, ils vont utiliser d'autres outils. Nous, là, ce qui est important, c'est qu'on est branché nativement en API avec ces outils-là, avec les caisses de vos clients restaurateurs. Et de même, du coup, grâce à nos connecteurs, on va faire remonter, si je prends l'exemple d'une caisse, le Z de caisse dans Pennylen. Et du coup, Pennylen va ensuite envoyer d'un côté le Z de caisse en e-reporting à la DGFiP et de l'autre va l'envoyer dans l'outil de prod. Donc, vous êtes sûr que c'est exactement la même info qui est à la DGFiP et qui est dans l'outil de prod. Donc, ça, c'est… Arthur, pour moi, tout l'enjeu, c'est… Ouais, j'ai juste une question, Arthur. Les caisses pour les restaurateurs, beaucoup vont pouvoir faire du e-reporting. Dès lors que nous, on va vouloir récupérer la donnée dessus, comment on peut s'assurer qu'il ne va pas y avoir un double e-reporting, en fait, et de la caisse et de l'outil de prod? Alors, pour moi, au niveau du dossier, tu vas devoir te mettre d'accord avec ton client, si c'est toi qui fais le e-reporting ou si c'est lui. Moi, en tant que cabinet, je vous encourage à le faire vous. Déjà, c'est une mission, je pense, en plus. Et vous, vous assurez du coup que ce qu'il y a en compta, c'est la même chose que ce qui est envoyé à la DGFiP. Le risque que vous auriez, peut-être que sur la caisse, le risque est plus faible. Hein. Mais si je prends l'exemple du e-commerce, on sait bien que tu vois, les gens, ils arrondissent différemment, ils calculent différemment les trucs. Et donc, il y a de fortes chances que ce que le PrestaShop, il enverra à la DGFiP sera différent que le calcul, puisque PrestaShop, il envoie pas, enfin, la caisse, elle n'enverra pas de la donnée brute à la DGFiP. Hein, elle enverra de la donnée agrégée tous les 10 jours. Donc, il suffit que la caisse, elle fasse un arrondi différemment, elle exclut certains statuts de paiement, je ne sais quoi. Ce qui fait que ça ne cadrera pas entre ce que nous, on aura récupéré et comment nous, on calculera le Z de caisse en quotidien et ce qu'eux, ils auront calculé en packagé 10 jours. Quoi. D'accord. C'est pour ça que je recommande autant que possible que le cabinet il fasse la partie e-reporting. Et ça veut dire qu'il faudra le faire tous les 10 jours. Bah, normalement, on doit pouvoir l'automatiser. Hein. Si on a un bon connecteur API avec la caisse, bah, normalement, le Z de caisse, il remonte tous les soirs dans Pennylen et vous pouvez faire une règle où vous dites bah, moi, j'ai envie que ça parte tout seul ou j'ai envie de cliquer sur valider en vérifiant. Quoi. Mais ouais. Je suis bien d'accord que le but à terme de la DGFiP, c'est de produire une prédéclaration de TVA. Mais ceci dit, ça va être à quelle échéance? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'affoler trop tôt? Alors, en fait, pour moi, avant que la DGFiP pré-remplisse sa déclaration de TVA, tu as quand même tout de suite le problème. Parce que la DGFiP, elle va recevoir 2 infos, soit de ton outil de prod et l'OD. Et au début, si ça ne cadre pas, elle va aller contrôler. Quoi. Ouais.
Ouais, mais si ça cadre pas sur des centimes, je repense aux trucs PrestaShop qui me concernent. Toi, j'ai un gros client sur lequel je suis concerné. Si ça cadre pas sur des centimes, ça follera pas déjà. Ouais, non, je pense pas qu'elle s'affolera. Ouais. Ouais, d'accord. C'est plus éventuellement le collab junior qui, lui, est stressé que ça cadre pas pour des centimes, qui va perdre du temps à essayer de comprendre pourquoi ça cadre pas, etc. Vous avez déjà vu un collab stressé, vous? Jamais, jamais. Je plaisante, je plaisante. Euh, mais donc, je pense que les enjeux, je pense que l'autre enjeu, c'est que bien sûr, avec la facture électronique, vous allez avoir, on le disait, des nouvelles missions qui vont pouvoir être rendues possibles. Si demain, vous voulez faire des missions de, je sais pas moi, secrétariat administratif externalisé, RAF, DAF externalisé, etc., vous avez tout intérêt à ce que ce soit, encore une fois, votre opérateur que vous aurez choisi entre les mains de votre client. Parce que pour aller faire la mission de secrétariat administratif externalisé chez votre client qui a pris Crédit Agricole, il va falloir galérer pour avoir les bons workflows de validation, la bonne sécurisation des paiements. Là aussi, vous prenez, vous, votre opérateur, qui est un opérateur de la profession, ce sera bien pensé pour qu'on ait les bons workflows, etc. Peut-être juste avant de parler de l'offre Pennylen sur la facture électronique, je vous montre très rapidement dans le produit à quoi ça ressemble la facture électronique. Je vais aller, donc là je suis sur un dossier, je suis sur mes factures d'achat et je vais tout simplement aller sur une facture Guigui BTP et je vais dire que c'est une facture reçue par PDP. Du coup, à quoi ça va ressembler concrètement? Votre client, il devra d'abord approuver la facture. Et approuver la facture, c'est juste dire si la facture lui est destinée ou non. Si elle ne lui est pas destinée, il doit dire si c'est suspicion de fraude ou erreur de destinataire. Au passage, petit aparté, il va y avoir, à mon avis, une avalanche de fraude. Parce que concrètement, ça veut dire que n'importe quelle boîte, enfin n'importe quel fraudeur, il crée une société qui s'appelle Totals, il met le logo du vrai Total, et demain, il peut envoyer une facture à tous les sirènes de France en espérant qu'il y en ait 1% dans le tas qui se trompent et qui payent la facture de Totals, quoi, en croyant qu'ils sont en train de payer la facture de Total. Là, aujourd'hui, le fraudeur, il fallait qu'il trouve l'adresse du service achat de la boîte, etc. Demain, la facture, elle sera automatiquement dans la boîte de réception facture d'achat de l'entreprise, quoi. Donc là, important pour vous de bien accompagner vos clients sur bien nettoyer les fiches tiers pour bien avoir les IBAN et les noms et les sirènes des tiers pour pouvoir bien détecter qui sont des tiers qui sont suspicieux. Également important de bien mettre en place les bons workflows de validation pour que selon les montants, ce soit bien la bonne personne qui valide avec peut-être de la double validation ou autre. Donc là, votre client, il peut dire fraude ou destinataire. S'il dit oui, c'est bon, c'est une facture qui m'est bien destinée, derrière cette facture, il peut la faire entrer dans un workflow de validation. Par exemple, il peut dire c'est une facture qui doit être validée par l'équipe commerciale. La validatrice de l'équipe commerciale, c'est Clémence Caillout. Clémence Caillout, elle va approuver la facture et ensuite, cette facture, elle part en paiement. Et donc là, je peux la payer directement. Vous voyez, Pennylen, du coup, pré-remplit l'IBAN, le libellé. Et là, la force, c'est que si votre client il paye la facture comme ça, en compta, tout le lettrage, il est fait automatiquement puisqu'on a l'info à la source que tel paiement, c'est telle facture, avec 100% de fiabilité. Et ça, il peut le faire pour jusqu'à 400 factures d'un coup, qui gagne pas mal de temps, votre client, là-dessus. Donc ça, c'était à quoi va ressembler la facture électronique concrètement dans la vie de votre client. Bien sûr, sur la partie éditeur de facture de vente, là, toutes les factures, elles sont déjà format facture X, etc. Je dirais que là-bas, ça ne va pas changer grand-chose, à part qu'il devra dire facture payée, etc. Je voulais juste vous montrer la partie annuaire également. Alors, voilà. Si vous avez déjà Pennylen, quand vous vous connectez, vous avez un truc qui s'appelle déploiement PDP ici. Et donc là, concrètement, vous pouvez retrouver tous les dossiers que vous avez sur Pennylen. Ce que Pennylen vous permet de faire, du coup, c'est de cocher tout ou partie des dossiers. Alors moi, ce que je recommande, c'est de cocher notamment tous les clients où je suis en tenue. Et je vais cocher, du coup, tous mes dossiers. Et je peux, une fois que j'ai coché tous mes dossiers, leur envoyer directement le fameux mandat. On vous a simplifié la vie. Vous pouvez directement envoyer le mandat à votre client pour qu'il vous délègue l'inscription dans l'annuaire. Donc là, concrètement, nous, on envoie avec un flot de signature électronique directement qu'on prend en charge, qu'on absorbe chez nous côté coût.
Et derrière, vous pouvez suivre qui de vos clients ont signé le mandat ou pas, etc. Et une fois que votre client il a signé le mandat, vous cliquez sur inscrire dans l'annuaire. Ici, vous allez pouvoir suivre en temps réel qui est inscrit dans l'annuaire, qui de vos clients est inscrit dans l'annuaire chez un autre opérateur, puisque l'annuaire il est public pour les PDP. Donc nous, on va pouvoir vous dire tel client, attention, il s'est inscrit chez Crédit Agricole, lui, il s'est inscrit chez Conto et je ne sais qui. Comme ça, vous êtes sécurisé entre guillemets votre parc. Juste sur la partie facture électronique, deux offres du coup côté Pennylen qu'on va annoncer, vous les avez en avant-première, mais on va bien parler toute la semaine prochaine à Comptatech. La première, c'est du coup votre client, peut-être les slides, votre client, alors si vous faites déjà la tenue sur Pennylen, le fait d'avoir la PDP et le fait pour votre client d'avoir l'opérateur OD avec volume illimité en émission en réception, ça c'est une nouveauté. Jusque-là, on avait une limite à 5 factures de vente par mois. Cette limite, on l'a fait sauter. En gros, c'est aucun surcoût pour le cabinet, quoi. Donc, dans l'abonnement qui existe déjà, inclus sans aucun surcoût, vous avez vous la PDP et l'OD pour l'ensemble de vos clients. En revanche, nous, on fait le pari que pas mal de vos clients, ils vont pas se satisfaire de l'OD de base. Ils vont pas vouloir juste envoyer, recevoir des factures. Ils vont vouloir payer, se faire payer les factures pour que ça automatise l'envoi des statuts de paiement. Ils vont vouloir faire de la relance automatique, la signature électronique des devis. Ils vont du coup vouloir avoir un compte pro, faire un budget, de l'analytique, etc. Et dès lors que votre client il veut payer, là, on garde les tarifs existants. On va juste introduire un nouveau tarif à 7 € par mois, qui sera en gros le compte pro seul, qui permet à vos clients juste de payer et se faire payer les factures qu'il a émises ou reçues depuis l'OD Pennylen qui est inclus dans l'abonnement. Et également, nouveauté qu'on va annoncer officiellement à Comptatech la semaine prochaine, c'est que, je reprends juste mon graphique, désolé, mon horrible graphique, Cyril. On est bien conscient qu'il y a certains cabinets qui n'auront pas eu le temps de migrer tout leur dossier sur Pennylen ou juste qui, pour des raisons diverses ou variées, veulent continuer d'utiliser leur outil de production actuel. On permet également aux cabinets d'utiliser uniquement notre partie OD PDP, en gros le smartphone avec la carte SIM. On est branchable, connectable avec la grande majorité des outils de prod du marché. En gros, vous pouvez brancher l'opérateur Pennylen avec Quadra, ACD, Sage, Income, MyUnisoft. Ce que vous ne pouvez pas brancher aujourd'hui, c'est Agiris et CJ d'Expert. À part si vous faites les branchements vous-même par les API, mais ce n'est pas un truc disponible sur étagère. Ça vous permet du coup de sécuriser l'inscription dans l'annuaire. Donc, vous avez notre outil pour inscrire les clients dans l'annuaire avec les mandats, etc. Et ça, du coup, si vous n'utilisez pas l'outil de prod, c'est quelque chose qu'on vous facture 4 € par mois, avec toujours le volume illimité, OD, PDP, etc. La possibilité que certains de vos clients prennent au-dessus le compte pro pour payer et être payés. Et nous, on vient exporter du coup en automatique des écritures avec des pièces jointes et du lettrage dans votre outil de production comptable. Donc, ça résout le premier enjeu de je veux pas que mes clients ils aillent prendre un opérateur qui n'est pas le mien, etc. En revanche, ça ne résout pas le deuxième enjeu, puisque moi, je vais savoir envoyer de la donnée dans tous ces outils de prod. En revanche, tout le lettrage qui est fait dans ces outils de prod ne sait pas remonter chez moi. Mais ça, c'est le cas de tous les outils. Si aujourd'hui, vous utilisez RCA et ACD, RCA, il redescend bien dans ACD, mais le lettrage que vous faites dans ACD, moi si je me trompe, ne vient pas mettre à jour le statut de paiement de la facture dans RCA. Donc, c'est entre guillemets comme n'importe quel outil de pré-comptabilité, ce qu'on vient vous proposer dans ce sens-là, quoi. À part qu'on a peut-être une profondeur fonctionnelle un peu plus riche et qu'on est prêt pour inscrire dans l'annuaire. Mais donc ça, c'est une autre possibilité qu'on offre. Et cette option-là, c'est 4 € par mois. En revanche, c'est offert jusqu'au 1er septembre 2026. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà sécuriser vos clients, les inscrire dans l'annuaire. Et au 1er septembre 2026, soit le dossier, vous l'avez migré en prod sur Pennylen et ça vous coûtera 0. Enfin, vous payerez juste votre abonnement Pennylen tel quel. Soit le dossier, vous ne l'avez pas migré en prod sur Pennylen. Et là, à partir du 1er septembre 26, vous paierez du coup 4 € par mois pour l'opérateur OD PDP, que vous pouvez bien sûr refacturer à vos clients également, quoi. Voilà pour ce qui est de la facture électronique. Je vois que l'heure tourne. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions sur tout ça. Merci. Et surtout, Cyril, je crois que tu voulais présenter l'offre. Ouais, je vais présenter l'offre. Après, je ferai la question. Je vais être succinct. Merci Arthur pour le descriptif sur le business model, effectivement, sur la partie tarification. Arthur l'avait également évoqué, le concept de remise. Effectivement, il y a une grosse part qui est liée au compte pro, mais il y a aussi une grosse part liée à la volumétrie et donc au volume d'affaires récurrent généré par le cabinet.
on ne fait pas des remises sur ce que le cabinet paye, on fait des remises sur ce que le cabinet rapporte à Pennyline. Ce qui fait qu'on est sur un système de pourcentage qui va jusqu'à 20% de remise du montant généré par l'intégralité des clients du cabinet et de la facturation liée au cabinet. Donc, concrètement, c'est les plans à 8 € ou 2 € côté cabinet comptable pour l'outil de production, mais c'est aussi l'outil de gestion, qu'il soit facturé directement au client final ou au cabinet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que demain, vous récupérez justement un client qui est déjà sur Pennyline, et ben vous allez tout de suite tirer profit et avoir une remise en conséquence. La bonne nouvelle pour le réseau Cabex, et ce qu'on a pu vous proposer en plus, justement, c'est d'aller sur une grille encore plus agressive par rapport à nos tarifs publics, puisque sur la tarification précédente, sur les remises publiques, on va donc de 0 à 20%, et sauf à passer le premier palier de 1 000 € de volume d'affaires récurrent par mois, vous avez 0 de remise. Ce qu'on propose dès à présent maintenant pour tous les membres Cabex, et ce qui est déjà rendu applicable, puisque du coup j'ai envoyé la semaine dernière justement les infos à la facture. Par défaut, finalement, à partir du moment où vous aurez un client sur Pennyline, vous aurez tout de suite une remise de 5% du montant facturé au global pour votre cabinet et votre client. La bonne nouvelle aussi, c'est que justement, on anticipe la facture électronique, on se veut aussi plus agressif et on veut aider justement les cabinets qui anticipent et qui sont plutôt visionnaires et qui veulent préparer le passage à la facture électronique. Et on propose une offre de déploiement spécifique qui, en gros, peu importe la volumétrie de votre cabinet, à partir du moment où vous mettez plus de 50% de votre portefeuille client sur Pennyline d'ici l'arrivée de la facture électronique, on vous met d'office sous le nouveau taux de remise de 10%. Ce qui fait qu'in fine, c'est comme si vous étiez sur un volume d'affaires récurrent de 6 000 €, vous passez tout de suite à 10%, et l'intérêt, c'est qu'ensuite, c'est la nouvelle grille VAR qui va s'appliquer. Donc, un palier en plus qui vous permet facilement d'aller atteindre le 20%, surtout si vous avez des plans de gestion mis à votre disposition chez vos clients. Voilà un petit peu côté de tarif en 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Des retours à chaud? Ouais, moi je me demandais, il y a 2 ans à peu près, la profession a connu un certain stress avec l'affaire Coaxis. S'il y a 20% des comptas de France qui sont sur vos serveurs, qu'est-ce qui se passe en termes de sécurité? Comment on évite un Coaxis? Alors déjà, je vais juste dire que personne n'est intouchable, quoi. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on est complètement inviolable. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on investit assez massivement dans tout ce qui est protection contre les attaques, hein. C'est aujourd'hui, je pense, une quinzaine de personnes chez nous en CDI full-time. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, notre meilleure protection entre guillemets, Coaxis, c'est qu'on est hébergé chez Amazon. Si vous prenez In Extenso, quand ils se sont pris leur ransomware il y a quelques années, dans les 2 mois qui ont suivi, ils ont migré chez AWS, chez Amazon Web Services. Et comme aujourd'hui, Amazon Web Services, c'est le leader du secteur, c'est la forteresse la mieux gardée, entre guillemets. Et donc, en fait, vous avez, en étant hébergé chez Amazon, vous avez tout un tas de protections qui viennent avec, puisque si Amazon se fait hacker, c'est la terre entière quasiment qui se fait hacker, quoi. Donc ça, c'est je pense la meilleure protection. L'autre truc sur lequel on bosse, c'est surtout c'est sensibiliser pour qu'on minimise les chances de hacking. Donc c'est surtout sensibiliser les humains. Donc c'est notamment nos utilisateurs, vos utilisateurs, que personne tombe dans des attaques de phishing par email. Et le dernier truc sur lequel on bosse, c'est faire en sorte que si jamais on se faisait attaquer, on sache remonter la machine aussi vite que possible. Et là-dessus, Amazon est assez avancé comparé à ce qu'avait Coaxis. Ils ont ce qu'on appelle du infrastructure as a code. Ce qui a pris du temps à Coaxis, c'est de reconstruire sur des nouveaux serveurs tout ce qui était tombé. Chez Amazon, tout ça, c'est complètement 100% automatisé. Donc, nous, on fait des tests quelques fois par an. En gros, aujourd'hui, notre engagement, c'est qu'en 1 heure, on est à nouveau debout. Donc, en gros, en 1 heure, on laisse tomber tous les serveurs qui ont été attaqués et on reconstruit complètement de zéro sur des serveurs complètement nouveaux. Et tout ça, c'est pas des développeurs chez nous qui doivent le faire, c'est du code qui le fait en automatique, quoi. Et juste ayant en tête, nous, on se prend des attaques à peu près tous les jours. Aujourd'hui, la plupart des attaques, c'est des attaques c'est des gens qui ont volé, donc ils vont sur le dark web, ils achètent les bases de données quand il y a un hack de LinkedIn ou de je ne sais qui. Ils achètent une base de données avec, je sais pas moi, 1 million d'utilisateurs mots de passe. Il y a Free qui s'est fait hacker récemment, hein. Vous avez
plein d'utilisateurs mots de passe de clients free qui sont disponibles sur le dark web pour 500 euros. Et ils viennent et ils essayent massivement de tester toutes les combinaisons utilisateurs mots de passe. Voilà. Et donc là, la meilleure protection, encore une fois, qu'on a mise, c'est d'activer l'authentification forte à 2 facteurs, qui est déjà une bonne protection. Vous pouvez également mettre en place du single sign-on vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc faire en sorte que votre sécurité Microsoft soit au final la sécurité qui vaille sur Pennylen, et que tout ce qui est mis en place côté Microsoft, ça protège vos users sur Pennylen. Voilà. Mais donc c'est clairement un sujet qu'on ne prend pas à la légère. On a fait, alors notamment pour être PDP, on a fait tout ce qui est ISO 27001 et tout, mais Coaxis, il était aussi ISO 27001 et tout. Hein. Donc c'est plus. Je pense vraiment sincèrement que la meilleure protection aujourd'hui, c'est Amazon. Merci. Si personne d'autre ne souhaite des questions, moi je me disais, entre guillemets, vous êtes considéré par la presse comme une licorne, donc il y a des investisseurs qui ont investi chez vous. C'est qui apporte de l'argent derrière Penny Lane? Parce que je suppose que c'est plus les sets d'origine, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement, malheureusement non. Alors peut-être déjà sur le, on a une page, hein, sur notre site web aussi, vous pouvez retrouver toutes ces infos-là. Donc aujourd'hui, donc les fondateurs bien sûr sont actionnaires. Tous les salariés sont également actionnaires sous forme de BSPCE, et les fondateurs plus salariés, on a à peu près 50% du capital. Et le reste des 50% du capital, alors, en capital, on est à peu près à 50%. En revanche, en droit de vote, en gouvernance de la boîte, on a la majorité absolue. Hein. Les fondateurs, on est vraiment les pilotes à bord. D'ailleurs, les fonds d'investissement n'ont aucune clause de liquidité. Personne ne peut nous dire vendez votre boîte. Et les investisseurs du coup qui sont au capital, vous en avez 7. Le plus gros à 12% du capital. C'est des fonds de capital risque, donc ce n'est pas du tout des fonds de private equity comme Silver Lake qui est chez Cegid, Silae, etc. Vous avez un Français qui s'appelle Partech, vous avez un Allemand qui s'appelle Global Founders Capital, vous avez un Anglais qui s'appelle Edo Sophia, et vous avez 4 Américains qui s'appellent Sequoia, DST, Capital G et Meritech. Voilà. Donc vous avez 7 fonds, tous capital risque. Sequoia, qui est le plus connu d'entre eux, leur a imposé à tous, qui lui est extrêmement long terme, hein, donc lui, son horizon de temps, c'est le même que le nôtre, quoi. C'est 20 ans, 25 ans, en gros. Et donc, lui, il a imposé à tout le monde de ne pas avoir de clause de liquidité. Donc, concrètement, ils n'ont pas dans des pactes d'actionnaires classiques, hein, souvent, le fonds qui rentre et dit au bout de 8 ans, j'ai le droit de mandater une banque d'affaires pour pouvoir vendre mes parts et tout. On n'a pas ça, quoi. Et donc, leur vision, qui est la même que nous, qui est partagée, c'est qu'il y a un coup à jouer en Europe. Donc, pour l'instant, on n'est qu'en France, mais nous, demain, on aimerait bien aller faire ce qu'on fait aujourd'hui en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Benelux. C'est clair, merci. Et peut-être juste aussi pour préciser là-dessus, les trucs de licorne et tout, c'est pour moi la meilleure preuve qu'on n'a pas envie de vendre notre boîte, hein, parce qu'en gros, ça veut dire que ça survalorise la boîte. Donc, Penny Lane, à la fin de l'année, on fera à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et la boîte, elle est valorisée effectivement au-dessus d'1 milliard d'euros, hein, ce qui fait des gros multiples de chiffre d'affaires. Alors, moi, ça me va bien, ça veut dire qu'en gros, je me dilue très peu. Donc, quand on a fait notre dernière levée de fonds, on a obtenu 70 millions d'euros de financement en lâchant seulement quelques points de pourcentage du capital. Par contre, ça rend la boîte en gros invendable, quoi. C'est-à-dire que nous, ça nous va bien parce qu'on est très long terme et qu'on sait qu'on peut rattraper cette valorisation assez sereinement avec tous les plans de développement qu'on a. En revanche, si on voulait vendre la boîte, ce ne serait pas une bonne idée de faire ça, quoi. Ok. Messieurs, moi j'avais une question qui tournait autour de vos modalités ou votre proposition d'accompagnement des membres du réseau, pour ceux qui seraient intéressés à souscrire à votre offre. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous l'envisagez un peu au niveau national comme on le fait ce soir via cette visio? Ou est-ce qu'il y a des démarches en région? Parce que je crois, Arthur, tout à l'heure, tu as parlé
de présence en région et voilà, je voulais qu'on peut-être on puisse éclairer les membres intéressés sur ce point. Alors, qu'est-ce que tu entends par accompagnement, justement? Bah, accompagnement, c'est pour tous ceux qui s'interrogent, puisqu'en ce moment, on est les uns et les autres, un peu comme vous l'avez dit pendant toute cette réunion, en train d'anticiper les changements à venir, notamment sur les questions de PDP, de facturation électronique. Donc, beaucoup se posent la question de savoir quel est le meilleur interlocuteur. Peut-être certains vont choisir Penny Lane, je n'en sais rien, ils sont tous indépendants dans leur choix. Mais pour ceux qui le feraient, est-ce que c'est un accompagnement qui se fait individuel? Est-ce qu'il y a une logique qui pourrait s'appliquer à l'ensemble du réseau? Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Ok. Alors effectivement, ouais, l'accompagnement, il est très régionalisé. On a des référents commerciaux en région, on va avoir des chefs de projet de background comptable qui sont là. Et dès qu'il y a un projet de cabinet, il y a un projet commun. Et là, du coup, on a des ressources humaines qui va piloter et accompagner justement le cabinet de la récupération des données, s'il décide de faire une migration assistée, hein, et surtout l'accompagner dans ce projet. Donc là, par exemple, c'est un exemple de feuille de route qui se modifie, mais pour vous donner de la visibilité, en fait, c'est très cadré pour rythmer les échanges, identifier tout de suite, faire un rétro-planning. On veut être prêt pour justement la prochaine période fiscale. Pour ça, donc on a 8 mois. Pour ça, donc voici les étapes qu'on doit réaliser. Et donc, l'objectif, finalement, c'est de pouvoir faire des premières TVA, par exemple, pour être en conditions réelles quelques mois avant justement la période fiscale suivante. Donc là, un rétro-planning où on joint, où déjà on va prendre la décision, on cale le rétro-planning, on va avoir un accompagnement avec le chef de projet avec une réunion de lancement, on va s'assurer qu'on peut bien récupérer la donnée, on va aider le cabinet justement à structurer cette donnée pour la mettre en fonction de son outil historique dans Penny Lane pour pouvoir ensuite commencer à former les collaborateurs et ensuite que les collaborateurs soient autonomes pour réaliser leurs actions comptables sur le nouveau logiciel. Vraiment de manière simple, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus étoffé que ça dans le cadre des réunions, mais voilà un peu l'accompagnement que l'on propose justement au cabinet. Et ça, c'est vraiment très régionalisé. Parce que souvent, les réunions sont en présentiel. Justement, ce qu'on apprécie beaucoup dans ces réunions-là, on le voit, c'est par l'humain que ça se fait, et de venir au cabinet, de venir accompagner justement les dirigeants, d'une part peut-être dans l'explication justement du choix de l'outil, etc. Et ensuite, dans l'accompagnement plus régulier, c'est important d'avoir cette présence physique. Et c'est ce qui fait ce qui fait aussi notre succès un petit peu là-dessus. Côté migration, pour faire simple, on est sur une tarification, il y a 2 choix, soit le cabinet en autonomie en fonction de sa volumétrie, en fonction de ses compétences informatiques internes. Il part en autonomie, il sait qu'il peut récupérer ses fichiers FAIC, ses fichiers d'IMO, ses pièces jointes et donc il importe directement. Donc là, c'est libre. Ou de plus en plus, les cabinets plus structurés avec plus de volumétrie, eux, ils préfèrent passer par Penny Lane en justement en s'appuyant sur notre technologie et du coup là, on passe par un fournisseur aussi pour aller justement récupérer la donnée pour le compte du cabinet dans son Cégide, la mettre à notre format universel, le fameux PLUF qu'on appelle ça. Donc là, c'est pour Agiris, Cégide, Sedge Quadra. On vient de sortir ACD, c'est pas jour, mais ouais, on a ce format, on a cette expérience justement, on commence à avoir ce retour d'utilisation pour pouvoir récupérer cette donnée, la mettre au bon format et l'importer directement dans Penny Lane. Et c'est voilà, à peu près 3 mois en moyenne. Vraiment, moi, c'est beaucoup plus détaillé, mais voilà, dans les principes, c'est ça. L'avantage, c'est que maintenant, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la mise en relation pour rassurer le cabinet qui veut passer sur Penny Lane, c'est justement d'identifier son outil historique et donc de le mettre en relation avec un confrère, que ce soit régional ou dans une autre région, pour lui donner aussi son ressenti. C'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne, pour que ce soit en transparence, que ce soit un confrère qui expose un peu comment ça s'est passé, comment il a vécu sa migration, comment il a fait sa conduite du changement, comment il a embarqué ses collaborateurs, comment ensuite il a embarqué peut-être ses clients pour certains cabinets qui vont mettre des plans de gestion. Et voilà. Ça, on croit beaucoup justement à cette transparence aussi entre confrères pour évoquer comment ça se passe avec Penny. Ce que je voulais rajouter, c'est que pour le coup, au niveau national derrière, ce qu'on fait avec quelques groupements où du coup il y a déjà pas mal de membres du groupement qui utilisent Penny Lane, c'est qu'on va faire plus des journées de travail pour essayer, par exemple, d'harmoniser des choses. Alors, soit que les membres du groupement nous fassent remonter les retours et qu'on essaie de s'entendre un peu sur les priorités de développement, ou alors pour essayer, par exemple, d'avoir, je sais pas moi, si vous voulez avoir des modèles de dossiers de travail CABEX disponibles directement dans Penny Lane pour les membres du groupement, ça c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Donc ça, c'est peut-être plus à voir au niveau national. Par contre, le déploiement et accompagnement d'un cabinet, c'est effectivement plus au niveau régional, avec la personne qui est la plus proche et qui connaît le terrain dans le coin.
Tout à fait, Arthur, effectivement. En plus, on l'avait même mis au contrat et suggéré les propositions, structurer les retours utilisateurs. En toute transparence, par exemple, je sais que moi, au mois de juin, alors je ne serai pas disponible, mais pour le coup, je monopolise notre directrice formation, justement pour aider un groupement à faire un kit de digitalisation client. Donc l'idée, c'est donc avec les membres de la commission facture électronique de ce groupement, de structurer justement les attentes et pouvoir avoir un kit aux couleurs du groupement. Ça, c'est aussi. En fait, on est ouvert effectivement à toutes les initiatives communes. Plus nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les besoins des experts comptables pour piloter notre roadmap. Donc, plus on a de retours sur les attendus, plus on est content. Et donc, c'est bien le niveau de partage qu'on pourrait imaginer effectivement Ouais. pour les membres intéressés. OK. Tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Céline, je pense qu'on peut mettre un terme à cette réunion. Ouais. Mais écoute, oui, je l'ai enregistrée, mais entre-temps, j'avais une fausse manip, mais j'espère que je vais la récupérer et que je vais pouvoir la diffuser parce que je trouve que la partie justement sur toute l'approche PDP, l'annuaire, etc., était quand même assez intéressante. On n'avait pas encore eu d'informations à ce niveau-là, donc je pense que c'est assez Mhm. intéressant de C'est sûr. partager en tout cas cette partie-là du point qui était Oui. Et donc, Cyril et Arthur nous mettent sur la page où ils nous rappellent qu'ils seront en concert au Zénith de Paris, c'est ça, le Ouais, c'est 17 ça. juin. C'est ça. On va faire des claquettes. En première partie, pour la petite anecdote, c'est un cabinet comptable qui va faire la première partie de Bon Entendeur. Hein, justement. Ouais, c'est ça, il y a un cabinet. Donc vous êtes les bienvenus aussi pour vous inscrire. Une journée aussi, c'est l'occasion de venir avec ses associés, prendre de la hauteur par rapport aussi à la profession et venir aussi avec ses collaborateurs. On en fait beaucoup un événement justement pour se regrouper autour d'une réflexion commune pour sortir un peu de son quotidien. Donc c'est axé pour les collaborateurs, les associés, les créateurs, avec des thématiques qui sont certes liées à la profession comptable, puisqu'on va parler de facture électronique, mais pas que, avec par exemple Philippe Garmont qui va évoquer un peu la façon dont il a géré une crise, où il a géré la suppression d'un monopole, en l'occurrence deux, chez SFR et PMU. Voilà. Ou Tony Extanguet qui justement va parler un peu des projets qu'il a menés, notamment bien sûr le bien connu les JO 2024, par exemple. Merci Top. pour cette conclusion sur une note positive. Festive. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de Merci journée. beaucoup en tout Merci. cas. Au revoir, merci. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.